Comment le soldat soviétique Ivan Sereda s'est-il retrouvé à devoir détruire un Panzer juste avec une hache pendant la Seconde Guerre mondiale? Et petit aparté avant de commencer avec notre furieux soviétique, il y a quelques jours j'ai été invité au Tankfest qui était mémorable. J'ai eu mon ami Joe qui a restauré le FV4005. Je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos, elles sont dingues. C'est aussi un partenaire de World of Tanks comme moi. Et je remercie encore une fois les équipes de Wargaming de m'avoir invité puisque vraiment c'était épique. Hi everyone, I'm Rob from Military Machine France. J'espère peut-être que l'année prochaine je pourrai venir moi aussi présenter un char là-bas, ça serait vraiment incroyable. Et je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a un petit lien pour ceux qui débutent. Allez, on retourne à la vidéo. Nous sommes en juillet 1941. Depuis quelques jours, l'opération Barbarossa est lancée, ce qui signe la fin du pacte de non-agression Molotov-Ribbentrop en 1939, qui a été signé entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Le jeune Ivan Sereda se retrouve au cœur de cette opération qui s'avère très rapide. Il est très jeune. Et en fait, son rôle à lui, c'est d'être cuisinier au sein de l'armée soviétique. Il est assigné à la 46e division de chars au sein du 21e corps mécanisé. Donc il se retrouve cuisinier tout simplement parce qu'il a étudié dans ce domaine. Ça fait quelques mois qu'il est au sein de l'armée soviétique. Et 10 jours après l'invasion, au final, il était stationné en Lettonie. 10 jours après, nous sommes donc le 2 juillet 1941. Il faut savoir que Ivan est né le 1er juillet, donc la veille il venait de fêter son anniversaire, mais au signe de très haute tension suite à l'opération, on peut dire que c'est pas l'esprit de la fête à ce moment-là, et il faut savoir que ça a été tellement rapide qu'ils n'étaient pas forcément préparés à cette invasion, et pour faire encore pire, c'est que le camp où se situe Ivan est vraiment très proche de la ligne de front. Le 2 juillet au matin, dans le camp d'Ivan, les éclaireurs arrivent et ils s'alertent en fait puisque des véhicules blindés, non pas soviétiques pour le coup, mais allemands, s'approchent de la forêt, parce qu'en fait ils sont situés dans une forêt. Donc là c'est l'alerte générale, le capitaine ordonne à tous les hommes que malheureusement il n'y aura pas de répit, qu'il faut absolument retourner sur la ligne de front, sauf pour une personne, c'est Ivan. Parce qu'en fait tout simplement Ivan, je viens de vous le dire aussi, c'est un cuisinier. Donc son but n'est pas de se défendre normalement, mais plutôt de préparer la pitance, on va dire, pour ses camarades. Donc c'est parti, la marmite est prête, elle est au coin du feu, il est seul dans le camp, donc ça doit être vraiment assez bizarre d'entendre les répercussions derrière de tous les tirs de fusil et de canon, et en même temps rester simple et juste cuisiner. Mais c'est ce qu'il fait, il va cuisiner, donc il prépare tout ce qu'il faut pour faire le fameux coulèche et les pommes de terre, donc il épluche les pommes de terre. Mais là, d'un seul coup, très rapidement, il y a quelque chose qui le dérange. On entend vraiment un bruit sourd, donc c'est quand même assez rapide. Ivan regarde un petit peu partout dans la forêt. Ça mène le doute, mais rien d'inquiétant. Peut-être qu'au final, c'est seulement des camarades à lui qui sont déjà de retour. Il y a peut-être des blessés, des morts, qui sais-je. Donc les minutes passent et le bruit se fait de plus en plus fort. Ça s'apparente bel et bien à des véhicules blindés. Donc il faut savoir que là, on est quand même en 1941, au début du conflit. Ça fait très peu de temps pour lui au final qu'il se retrouve sur une vraie ligne de front. Et donc à ce moment-là, comment reconnaître le bruit d'un Clementy Voroshilov ou d'un Panzer? C'est pas si facile que ça. Donc pas d'inquiétude, il regarde dans la forêt, il commence à voir les chars arriver, et puis là d'un seul coup, sympathiquement, il les salue, ils sont de retour. Mais là, il y a quelque chose qui cloche. Si on regarde bien sur la tourelle, au final, on n'a pas cette sorte d'étoile rouge qui correspond à notre cher tonton Staline, mais plutôt ce qu'on appelle la fameuse Balkenkreuz. Donc là, c'est très inquiétant, qui correspond à tous les équipages en mobilité terre, air, mer de l'armée allemande nazie du moment. Donc là, ça signe quelque chose de pas très bon. Et comme il est tout seul dans le camp, qu'est-ce qu'il va faire, Ivan? Il va se cacher. Mais avant de se cacher, forcément, au cas où, on sait jamais, les chars arrivent vers lui, on va quand même prendre une arme. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme arme? Ivan, il n'a pas beaucoup de choix devant lui. Il a deux solutions. SVT-40, comme j'ai dans les mains, c'est incroyable. Donc celle-ci, c'est une authentique de la Seconde Guerre mondiale. Elle est un peu plus âgée, elle est datée de 1943. Elle appartient au musée d'Hideyomaha d'ailleurs. Et donc voilà, il a ce choix-là, qui est assez respectable. On a un fusil d'assaut, mais face à un tank, c'est quand même assez compliqué de riposter. Et à côté de lui, il a un tas de bois avec des bûches, et dessus qui est planté une hache. C'est un soviétique, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas là pour rigoler. Le plus simple, c'est quand même de se mettre en sécurité, donc on va prendre la hache. Donc là, la scène, elle est quand même improbable. Le gars, quand même, il se dit dans sa tête,
Après tout, la hache, c'est sûr, c'est safe, hein. Face à un tank et une épaisseur de blindage, qui sais-je, peut-être qu'on s'en sortira. Donc, il se cache, et face à lui, en fait, il a 3 Panzers qui sont assez particuliers et assez méconnus. Ce ne sont pas des Panzer 1, ni des Panzer 2, ni des Panzer 3, mais un Panzer 38T. Alors, qu'est-ce que c'est un Panzer 38T? C'est quelque chose qu'on entend très peu parler, puisque tout simplement, à la base, ce n'est pas une production prévue pour l'Allemagne, mais pour la Tchécoslovaquie. D'où le T, et le 38 correspond tout simplement à l'année, donc modèle 1938. Ceci dit, ça reste un char très intéressant, puisqu'en fait, il est monté avec un canon Skoda de 3,7 cm, comparé à un Panzer II qui était monté en base standard avec un 2 cm. Après, face à l'histoire, on va pas s'étaler très longtemps sur la base de ce Panzer 38T, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment aussi la base du modèle Hetzer, qui est le chasseur de chars légendaire. Donc ça reste quand même un véhicule assez emblématique, malgré qu'il soit méconnu. Et pour le coup, en fait, ce véhicule-là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une production qui a été vendue à la Tchécoslovaquie en 1938, avant d'être envahie, encore une fois, par l'Allemagne nazie en 1939. Donc là, on est dans une folie pure et dure. Mais vous voyez, on n'a pas perdu de temps. Les véhicules, eux, ils servent déjà à l'opération Barbarossa, où se trouve Ivan. Donc pour revenir à notre histoire dans le camp, les 3 Panzers passent près du camp. Il y en a 2 qui partent vers la gauche et qui disparaissent. Et il y en a un troisième, en fait, on suppose, qui a dû remarquer la fumée et peut-être, qui sais-je, l'odeur mélangée à l'odeur de l'essence du moteur, de la nourriture d'Ivan. Ils avancent, ils s'arrêtent juste devant la cantine, et là, le chef de char sort de son tourello, commence à descendre du char, et là, Ivan, il se pose pas 36 000 questions, puisque jusque-là, il n'est pas visible. Dans sa tête, c'est sûr, on va lui piquer sa bouffe. Ses camarades vont pas avoir à manger, il va pas laisser ça là. Donc qu'est-ce qu'il fait, Ivan? Il prend sa hache, il monte dans ses gonds et il commence à courir vers le char, vers le chef de char plus précisément, pour l'attaquer à la hache. Donc là, c'est l'alerte générale, non pas sur la ligne de front, mais dans le Panzer 38T. Tout l'équipage est en euphorie. Qu'est-ce qui se passe ici? On passe du tout au tout, on se retrouve avec un homme et une hache contre un Panzer 38T. Situation totalement improbable. Donc là, le tireur en frontal ne perd pas de temps. Il tire dans tous les sens pour essayer de l'immobiliser. Pendant ce temps-là, Ivan, qu'est-ce qu'il fait lui? Il regarde partout, qu'est-ce qu'il peut trouver de plus que cette hache. Il se retrouve avec une bâche qui est située juste à côté du Panzer. Il la prend, il escalade le Panzer, il pose la bâche sur la tourelle, ce qui fait que du coup, sur les côtés en latéral en caisse, on se retrouve avec des meurtrières qui sont totalement cachées par cette bâche, donc elles sont inutilisables. Ivan, il s'arrête pas là. Il continue, il tape de partout sur le blindage du véhicule. Et là, il remarque que la mitrailleuse, la MG37 qui est tchécoslovaque, tire en très haute cadence. Et du coup, pourquoi pas, si ça chauffe, à mon avis, il a dû y réfléchir. Le canon, il doit se déformer assez vite. Il commence à taper comme un dingue, en fait, sur le canon de cette MG37. Et à force de taper, à l'intérieur, il se posait vraiment des questions. Il m'a dit, le tireur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge autant? À la fin, en fait, le tireur, il a pas arrêté de tirer. Et lui, Ivan, de son côté, il a pas arrêté de taper non plus. Donc le canon, il a chauffé. Il a commencé à se déformer. Et là, il a détruit, tout simplement avec sa hache, la mitrailleuse. Donc là, à partir de ce moment-là, le chef de char a dû dire, on arrête tout, on s'en va. Sauf qu'on n'oublie pas la bâche, qui réduit énormément la visibilité. Donc le pilote, il essaye de se déplacer, sauf que Ivan, lui, il a trouvé quelque chose de très intéressant, c'est qu'il continue de taper un petit peu partout sur le blindage, il hurle dans plusieurs voix, c'est-à-dire qu'il essaye d'imiter ses camarades pour faire croire à l'équipage à l'intérieur qu'en fait il n'est pas tout seul, mais plutôt qu'il serait comme 10 ou 15. Ça fonctionne, ça met vraiment dans un état d'inquiétude l'équipage à l'intérieur du Panzer, et donc là, coup final, il se retrouve à retirer son tablier et prendre du tissu pour boucher les meurtrières en frontal. Donc là, le véhicule est totalement hors d'usage puisqu'il n'y a plus aucune visibilité. Donc le moment épique avec la hache touche à sa fin. Ça a été très rapide mais très intense, ce qui est assez marrant puisqu'au final, on peut en conclure que la hache a vraiment eu son utilité face à ce SVT-40. Donc le pilote du Panzer coupe le moteur tout simplement puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Ivan, lui, dans sa lancée, je pense qu'on peut plus l'arrêter. Là, il est parti pour la journée, il voulait vraiment les terminer. Il a pris en fait du feu. Et il a commencé à créer, vous savez, la sorte de fumée qui sent super mauvais là. Il a essayé de l'intégrer, ce petit vénard, à l'intérieur du char, ce qui rendait l'habitacle du char totalement irrespirable. Et donc là, je pense que le chef de char en a décidé que dans tous les cas, valait mieux se rendre. Donc Ivan monte sur la tourelle, toc toc toc,
il tape sur le tourello. Chef de char, je pense qu'il est temps que tu sortes. Le chef de char s'exécute, mais il est toujours sous la bâche, donc il ne sait pas encore à qui il a affaire concrètement. Yvan Assistant le force vraiment à sortir, et là, coup de choc en fait pour le chef de char. Et là où il pensait avoir affaire à une dizaine, quinzaine de personnes, c'était en fait juste ce grand furieux de jeune cuisinier de 22 ans qui a foutu un vrai bordel. Il a récupéré entre-temps son SVT qui est face au chef de char, donc à partir de là, il y a plus aucune solution, le mieux c'est de se rendre, ils sont 4 à l'intérieur, il les fait sortir, il les oblige à s'attacher entre eux, la journée se termine. Il ne faut pas oublier qu'au final, pendant tout ce long, Yvan était vraiment tout seul, parce qu'en fait ses camarades étaient sur la ligne de front, ils sont de retour, et donc là en fait, la cantine est prête, on a le coulèche et les pommes de terre qui sont prêtes dans les assiettes, et donc juste devant cette cantine, on a aussi en plus, en supplément, qui est quand même pas trop mal, un Panzer 38T avec les 4 membres d'équipage. C'est de la folie totale, donc Yvan racontera forcément ses péripéties, ce qui lui vaudra d'être vraiment très respecté pendant toute la suite de la Seconde Guerre mondiale. Il sera médaillé de l'Étoile d'Or et sera tout de même au final en plus reçu au titre de héros de l'Union soviétique. Et je pense qu'on peut le dire, combattre un Panzer avec une hache, ça mérite vraiment un beau titre honorifique. Après la guerre, il continuera sa vie dans l'Union soviétique. Il sera dans la région ukrainienne de Donetsk, plus précisément à Kramatorsk, d'où il est originaire, jusqu'à sa mort très peu de temps après la guerre, en 1950, à l'âge de 31 ans, puisqu'en fait, la guerre lui aura quand même infligé pas mal de blessures. Donc ce genre d'événement est remarquable, mais très peu documenté, ce qui fait qu'avec d'énormes recherches sur Internet, avec mon équipe, on a pu trouver quelques informations, on va dire, qui valide la viabilité de cette histoire. Mais il faut se dire que parfois, comme je l'avais fait avec Heinrich Cheverlo au final, ça peut mener le doute, puisque en réalité, on a le témoignage d'un seul homme face à 4 hommes. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je pense qu'on ne le saura jamais dans les détails, mais en tout cas, c'est une histoire qui est incroyable. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme ici, Facebook, Instagram, TikTok. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, tout est en description. Je vous invite vraiment à venir voir, parce qu'on a des contenus variés qui diffèrent d'ici. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, sur ces réseaux, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à nous les poser. Et j'en ai une qui est assez récurrente, c'est comment piloter un tank. J'ai une chance de dingue, je travaille avec le musée des blindés, de plus en plus avec des musées à l'étranger, qui me permet d'avoir une petite expérimentation dans l'usage de ces véhicules. Mais là, pour vous répondre, tout simplement quand je ne peux pas, puisque ça coûte parfois un peu cher quand même de faire rouler des véhicules, ou juste c'est pas forcément accessible. Ça m'arrive le soir de jouer à World of Tanks, vous le savez, qui est maintenant mon partenaire. J'hésite en fait à créer un compte Twitch qui pourrait vous permettre de me rejoindre et qu'on puisse jouer ensemble tout simplement en live. En description, j'ai mis un lien qui vous permet de pouvoir jouer avec des chars dès que vous vous lancez, hein, c'est vraiment pour les premiers joueurs, ceux qui débutent. Donc là, ça vous permet d'avoir le Cromwell directement d'entrée de jeu, qui est un super char, et d'avoir en accès limité, mais vraiment intéressant pour découvrir le jeu, c'est le char Tigre 131 que j'ai pu découvrir au Tankfest. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que de nouvelles anecdotes autour des machines nous attendent, et je vous dis à bientôt. Надо мною она кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.